Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé à Paris-Saclay depuis que le Premier ministre est venu ici il y a un peu plus d'un an pour annoncer les bonnes nouvelles concernant Paris-Saclay et annoncer notamment que la ligne verte du Grand Paris Express serait bien faite et depuis tous les engagements qu'il a pris? Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Il s'est passé beaucoup de choses positives à Paris-Saclay. L'année 2013 a été très riche. D'abord, on a obtenu des garanties sur les deux fondamentaux absolus du projet, les deux conditions incontournables. La première, c'était bien sûr la ligne verte, qui désormais s'appelle ligne 18 dans le nouveau Grand Paris, qui va bien non seulement desservir Paris-Saclay, mais surtout intégrer Paris-Saclay à l'ensemble du Grand Paris, en faire un quartier du Grand Paris. C'est absolument indispensable. Et ensuite, la deuxième condition, c'est le succès, la création d'une université Paris-Saclay brillante et de rayonnement mondial, mais ça, je pense que Dominique Vernet en parlera beaucoup mieux que moi. Le seul message que je peux passer, c'est que beaucoup de choses, enfin Dominique, tu confirmeras, beaucoup de choses très positives se sont passées cette année. Et sur cette base, maintenant qu'on a ces deux éléments-là, on a pu avancer sur les trois dimensions du projet en 2013. La dimension scientifique, c'est-à-dire la constitution physique de ce campus, ça c'est la mission de l'aménageur que nous sommes, avec des jalons franchis importants pour de nombreuses institutions importantes du campus. Je pense à l'ENS Cachan, à l'Institut Télécom, à Centrale qui a déposé son permis de construire. On a déjà à peu près 100 000 m² en chantier sur ce campus aujourd'hui, et à peu près le double à la fin de l'année. Donc là, c'est parti. Deuxième dimension économique. Alors là, cette fois, inauguration toujours par le Premier ministre qui est revenu à Saclay, pose de la première pierre du chantier de recherche d'EDF. Donc ça, Bernard Salin en parlera beaucoup mieux que moi. En revanche, je vais citer un autre événement important pour Paris-Saclay en 2013, avec la labellisation d'Instituts pour la transition énergétique. Trois instituts, VDCOM sur le véhicule communicant, l'IPVF sur le photovoltaïque et PS2E sur l'efficacité énergétique des systèmes industriels. Trois instituts avec des industriels et des scientifiques publics qui travaillent ensemble sur ces trois grands enjeux et qui sont centrés sur Paris-Saclay et qui regroupent des acteurs de Paris-Saclay. Donc ça montre bien la dynamique. Et puis la troisième dimension, évidemment, c'est plus notre domaine à nous, et elle est importante. C'était d'ailleurs une des recommandations du rapport d'Augustin de Romanet, c'est la dimension urbaine. Alors là aussi, il s'agit en fait de faire en sorte que ce campus soit bien un campus urbain et non pas un grand lotissement de juxtaposition de grands domaines industriels et académiques les uns à côté des autres, mais bien un endroit vivant. Et pour ça, c'est notre mission première à l'établissement public. On a franchi de nombreuses étapes cette année. On a, au bout d'un long parcours d'obstacles sur les procédures, les PLU dont on parlait dans la table ronde précédente sont modifiés. On engage désormais des chantiers d'infrastructure. Et puis, on va faire du logement. Alors, c'est notre contribution au débat précédent, le logement dans le Grand Paris. On le fait parce que c'est un défi pour tout le monde dans le Grand Paris, mais on le fait aussi parce que c'est absolument indispensable pour le succès du cluster. Il faut qu'il soit vivant, et pour qu'il soit vivant, il n'y a pas de mystère, il faut qu'il y ait des gens, pas seulement des étudiants, des familles, qui attirent ensuite toutes les zones de chalandise et les aménités urbaines qui font que tout ça est vivant. Et maintenant, nous avons, depuis le travail fait en 2013, nous avons toutes les conditions réunies pour pouvoir lancer ça, et on va lancer des grandes consultations importantes de logement dès cette année. Moi, je trouve, Guillaume, que vous êtes très modeste, parce que si on voit de l'extérieur, moi je me rappelle, en arrivant ici en 2002, on parlait des scientipoles, du plateau de Saclay, de Platénum, en fait, tout et n'importe quoi. Quand on essayait d'aller vendre ce plateau à l'étranger, c'était absolument impossible. Il y avait quelques bonnes volontés, mais en fait, tout le monde n'était pas d'accord avec son voisin. Et là, vous avez fait vraiment un travail très constructif. Et en plus, vous avez mis vraiment l'attractivité. Vous avez fait plein des réunions du côté attractivité en donnant vraiment contenu à ce que vous voulez faire. Donc, moi, je trouve que vu de l'extérieur, il y a une vraie visibilité du territoire maintenant. Et je crois d'ailleurs que cette démarche porte ses fruits, puisque vous séduisez de nouvelles entreprises qui veulent s'installer chez vous. Alors oui, les messages maintenant sont assez clairs à Paris-Saclay. On peut dire, quand on veut faire la promotion auprès d'entreprises qu'on espère attirer, on peut dire des choses simples, comme si vous venez à Paris-Saclay, vous venez dans l'orbite de rayonnement d'une des meilleures universités mondiales, grâce au travail de la Fondation. Si vous venez à Paris-Saclay, vous venez dans un environnement industriel où vous trouvez des partenaires, des clients, des fournisseurs exceptionnels. Quand on fait la cartographie des entreprises qui sont déjà là, ça, deuxième élément, c'est très clair. Troisièmement, alors, qui va venir s'installer? Avez-vous un scoop? Alors, un scoop, non, je ne peux pas donner de scoop. On a beaucoup de prospects avec lesquels on travaille en ce moment. En revanche, je peux citer un projet emblématique récent. On a l'entreprise Safran qui va installer un grand centre de recherche assez particulièrement intéressant parce qu'on a été longtemps en échange avec eux pour envisager qu'ils construisent un peu comme EDF sur le campus. Et finalement, ils ont décidé de faire autre chose pour aller plus vite.
Mais toujours dans Paris-Saclay, ils rachètent un bâtiment à 5 km du campus, mais dans l'orbite de Paris-Saclay, qu'ils vont appeler Centre de recherche et technologie Paris-Saclay, Safran. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que quelque part, c'est la preuve du concept que Saclay, ça marche. Non seulement sur les zones que nous, on aménage, on attire des entreprises, mais dans un cercle beaucoup plus grand, et j'ai envie de dire dans tout le Grand Paris, le fait que Saclay existe et que ce que je disais tout à l'heure existe, crée de l'attractivité et fixe de l'emploi technologique d'entreprises de cette nature. Et d'ailleurs, Dominique, j'ai envie de te poser la même question, en fait. Qu'est-ce qu'a fait la Fondation depuis l'annonce du Premier ministre? Et alors, moi, il y a déjà une chose pour laquelle je voudrais te donner un coup de chapeau. Ça peut paraître une anecdote, mais vous avez peut-être vu que le nouveau logo de l'école polytechnique dit clairement donc, que non seulement elle revendique l'appartenance avec son logo, mais elle dit partout qu'elle fera partir de l'université, ce qui est quand même une révolution. Quand on connaît, voilà. C'est une belle satisfaction. Tout à fait, c'est une grande satisfaction. Tout à l'heure, j'ai entendu table ronde, la question de la gouvernance. Eh bien, j'ai le plaisir de dire que finalement, on a résolu ce problème de gouvernance pour l'ensemble des acteurs académiques de Paris-Saclay. Je rappelle qu'on a deux grandes universités, celle de Paris-Sud, celle de Versailles-Saint-Quentin. On a 11 grandes écoles, dont les finalement Polytechnique, Centrale, HEC, l'UNESCACHAN, je ne vais pas toutes les passer en revue. On a aussi 7 organismes de recherche. Si vous prenez le CEA, c'est 5000 personnes. Vous prenez le CRS, 3500 personnes. On a aussi des instituts tout à fait particuliers. Je vais citer l'IHES. L'IHES, c'est 5 permanents, mais c'est 5 médailles Field. Donc, vous voyez, c'est quand même des organismes extrêmement différents. Et finalement, au terme d'une dynamique, d'un travail qui a commencé il y a à peu près 10 ans, eh bien, on arrive à la fin de ce travail qui fait qu'on va créer cette université Paris-Saclay qui va être un établissement public. Et en fait, on va être le premier établissement public créé conformément à la loi d'enseignement supérieur de la recherche, votée le 22 juillet, promulguée le 22 juillet 2013, sera la première communauté d'universités et établissements. Et je peux dire que c'est un véritable, je vais dire, Big Bang par rapport à ce que nous connaissions il y a encore quelques temps. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, c'est une énorme conséquence, c'est la lisibilité. Le fait que, finalement, toutes ces institutions s'appelleront quelque part Université Paris-Saclay. Polytechnique l'a manifesté, mais par exemple, l'administrateur général du CEA a dit « Mon site sur Saclay s'appellera CEA, Université Paris-Saclay ». Voilà. Et donc, deuxième aspect, très important dans la communauté scientifique, tous les chercheurs signeront Université Paris-Saclay, ce qui nous permet d'émerger, puisque aujourd'hui, effectivement, on a quand même la chance d'avoir une université qui est assez connue, Paris-Sud, qui apparaît au 40e rang mondial. En faisant des simulations, on a vu qu'on arriverait déjà, en faisant ça, à peu près au niveau du 15e rang mondial. L'objectif est les 10. Hein. Pardon ? Dans les 10 premiers, on avait voilà, dit. l'objectif à terme, c'est effectivement d'avoir la première université d'Europe continentale et une des 10 plus grandes universités. On aura en Europe encore devant nous éventuellement Cambridge et Oxford, mais ça sera pour l'étape suivante. Dans ce groupe de travail qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme, justement, comment faire de Paris-Saclay un des 10 premiers clusters mondiaux. Première recommandation, transport. Deuxième, transport. Troisième, transport. Avec virgule et la desserte. Donc, vous êtes bien placé pour nous dire l'importance des transports dans ces zones. Et puis, vous avez un projet déjà qui est assez mûr. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus? Oui, c'est vrai qu'on a suivi ce territoire depuis de longues années. Et au début, avant qu'on arrive aux conclusions heureuses de Jean-Marc Ayrault, il y a eu quand même un grand débat sur le type de transport qu'il fallait pour dynamiser ce territoire. Rappelez-vous les tout premiers schémas du Grand Paris avec une seule gare à côté de Supélec. Et puis progressivement, il y a eu un débat qui s'est mis en place autour de quel est le système de transport qui est adapté pour ce territoire. Il y avait aussi des gens qui pensaient que le bus au niveau de service serait suffisant, d'autres qui poussaient une solution en tramway, etc. Et c'est progressivement qu'a émergé l'idée de la Société du Grand Paris d'avoir un métro était une bonne idée. Encore faut-il que ce métro soit plus flexible, plus souple. Et alors, donc, on a fait évoluer progressivement ce métro vers un métro léger, c'est-à-dire un métro qui est avec une versatilité beaucoup plus forte que sur le reste du réseau du Grand Paris. Et c'est là où Siemens a contribué au débat en
en proposant d'abord en proposant un certain nombre d'alternatives techniques qui n'étaient pas sur la table, et puis ensuite en s'associant avec Bouygues et la RATP dans des études plus détaillées, à même de montrer qu'on était capable de mettre en place un métro léger, qui serait adapté à ce territoire parce qu'il permettrait de faire vivre le campus beaucoup plus que dans la proposition initiale. Et donc, voilà quelle a été notre première contribution à ce projet-là. Il y en aura d'autres. Ce qui m'étonne simplement toujours sur le débat de la ligne verte et maintenant de la ligne 18, c'est de voir qu'actuellement, toutes ces grandes écoles se déplacent et construisent et s'installent, et les grands laboratoires s'installent, et que le plan de mise en œuvre du système de transport lui-même qui répondra à l'attente de ces acteurs du territoire, et finalement, on doit se projeter à l'horizon 2023, et encore, semble-t-il, en étant optimiste. Voilà, et donc c'est peut-être là la suite du débat. Alors qu'avec votre projet, vous pourriez être prêt beaucoup plus tôt. Espérons-le. En tout cas, ce qu'on constate, c'est vrai que si on reste dans des formes classiques d'organisation des projets en France, pour les projets de transport, je me réfère à un certain nombre de lignes de métro qui ont été construites ces dernières années à Toulouse ou à Rennes. On construit en général en France une ligne de métro entre 8 et 10 ans, à partir du moment où la décision est formellement actée et qu'on rentre dans les procédures administratives de DUP, etc. Et donc, on constate bien qu'il y a un décalage entre l'attente du territoire et puis ce temps qu'il faudra de toute façon inévitablement pour faire ce projet-là. Et d'où cette idée qu'on a fait émerger avec nos partenaires, de dire peut-être il faut être aussi innovant sur la formule contractuelle, pas seulement sur la technologie, mais aussi sur la forme contractuelle, et de se dire que pour un objet aussi particulier que cette ligne-là, qui est quand même tout à fait séparée du reste du grand réseau, les besoins ne sont pas les mêmes, les niveaux de trafic ne sont pas les mêmes, etc. Et puis aussi, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la ligne 15, donc quel argent restera-t-il ensuite pour la suite du projet? Eh bien, il est peut-être intéressant de s'interroger sur des concepts de contrats plus globaux, ce qu'on appelle aussi en France les conceptions, réalisation, exploitation, maintenance, des contrats qui permettent de rassembler toutes les compétences dans un groupement et qui permettent pour le coup à la maîtrise d'ouvrage de définir un projet qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus autoporteur et donc par là même plus efficace. Voilà. Et un autre aspect aussi de notre proposition qui a beaucoup suscité de débat, c'était de dire peut-être qu'il faut s'affranchir du tunnelier aussi, parce que le tunnelier, il est énormément demandé sur le reste du projet du Grand Paris. Il va falloir un grand nombre de tunneliers sur le projet du Grand Paris. Et dans la proposition qu'on a faite avec notre partenaire, on a été capable de montrer que sur ce territoire qui est en construction, qui est en devenir, il y avait suffisamment de place. Et il y a eu des échanges avec le PPS qui étaient intéressants sur le fait de mettre un viaduc, par exemple, sur le plateau. Donc il y avait suffisamment de place, il y avait suffisamment de liberté pour venir avec un système de transport plus léger qui ne nécessite pas l'utilisation d'un tunnelier, le tunnelier étant plus coûteux et aussi impliquant des délais de réalisation plus longs. Voilà, donc ça fait partie des travaux qu'on a menés. Donc ce n'est pas vous qui avez été contre un projet plus rapide de transport, puisque EDF a choisi justement ce territoire pour regrouper son centre mondial, je crois, de recherche et développement, et son centre de formation. Je crois que c'est un projet de 500 millions d'euros. Alors pourquoi vous avez choisi ce territoire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Saclay? Donc, EDF a décidé d'investir effectivement sur le plateau à deux titres. Un titre qui est recherche et développement. Donc, nous allons installer un centre capable d'accueillir 1500 postes de travail, donc sur le plateau de Saclay, 45 000 mètres carrés de bureaux. C'est un de nos centres de recherche principaux en France. Ça va être quelque part notre quartier général, notre navire amiral, voilà, notre vaisseau amiral, j'espère bien relié par des transports. Et nous allons également installer donc, sur ce plateau de Saclay notre centre de formation. Donc l'idée, c'est dans ce centre de formation de former jusqu'à 25 000 personnes par an. C'est un centre qui est capable d'accueillir de 600 à 1000 personnes à chaque instant dans les sessions de formation. Bon, notre idée, elle est relativement simple. Elle est que pour préparer l'avenir, et nous sommes confrontés à cette question de préparation de l'avenir sur le monde de l'énergie, il nous faut disposer des meilleures technologies. Donc, quelque part, ça, c'est la recherche et développement. Alors, certes, une recherche appliquée, une recherche industrielle. Et il nous faut aussi disposer donc, des meilleures personnes,
hommes et femmes, et les mieux formés possibles.